Bonjour. Dans cette vidéo, on entame la deuxième partie de la performance de circuits numériques. On va parler de la latence, du débit et de la surface. On se rappelle qu'on a vu qu'il y avait 4 considérations pour l'implémentation d'un système numérique. La taille du système, la précision des calculs, le taux de traitement et la puissance consommée. Donc, dans cette présentation, on va voir les compromis à faire entre la taille du système et le taux de traitement. Donc, tout d'abord, on devrait définir certains termes. Souvent, quand on parle d'un ordinateur ou d'un système numérique, on va dire qu'il a une vitesse d'horloge élevée. Cependant, la vitesse, c'est vraiment le taux de déplacement d'un objet dans l'espace par unité de temps. Donc, personne ne penserait faire la course avec une horloge. Donc, l'horloge n'a pas vraiment une vitesse. On dirait plutôt qu'une horloge a une fréquence ou une période. Pour un système numérique, par contre, on va plutôt parler de la latence de calcul ou bien du débit d'information. Et un système qui a une haute performance, en général, on voudra dire qu'il a un débit élevé ou bien une faible latence de calcul. On va voir ces termes-là plus en détail. Donc, par exemple, si on considère une cafétéria avec 5 stations, les 5 stations sont la remise des cabarets, le choix des boissons, le choix d'un plat principal, le choix d'une salade et finalement passer à la caisse pour payer ses achats. Donc, si on suppose qu'il y a seulement un client qui peut rentrer dans la ligne à la fois, donc ici, on a plusieurs clients qui attendent pour entrer. Et supposons qu'un seul client peut entrer dans la ligne à la fois. Donc, le client entre, prend son cabaret, ça lui prend 5 secondes. Ensuite, il prend sa boisson, ensuite son plat principal et ainsi de suite. Pendant ce temps-là, le deuxième client, lui, doit attendre que le premier client soit passé à la caisse et soit sorti avant de lui pouvoir entrer ici pour faire ses achats. Donc, dans un système comme celui-là, on dirait que la période est de 75 secondes. C'est la somme ici de 5 plus 10 plus 30 plus 15 et plus 15. Ça correspond à une fréquence de 13,3 MHz, donc par 10 à la moins 3. La latence, combien de temps ça prend pour servir un client? Dans ce cas-ci, c'est 75 secondes. Et le débit, c'est un client à toutes les 75 secondes, fois 3600 secondes par heure, ce qui fait 48 clients par heure. Donc, la latence de calcul, c'est le temps nécessaire pour produire un seul résultat. C'est le temps entre le moment où une donnée est disponible et le moment où le résultat qui lui correspond est prêt à son tour. Une courte latence correspond à une meilleure performance. Le début d'information, lui, c'est le nombre de résultats produits par unité de temps. On suppose qu'il y a beaucoup de clients qui sont prêts à rentrer et que la ligne de cafétéria est toujours occupée par un client. À ce moment-là, on peut calculer combien de clients sortent par unité de temps. Un grand débit correspond à une meilleure performance. La latence est exprimée en nombre de cycles d'horloge, ou parfois en temps aussi, et le débit, lui, est exprimé en nombre de résultats par seconde. Une fréquence d'horloge plus élevée correspond à une latence plus courte. Une fréquence d'horloge plus élevée correspond à un débit plus grand. Donc, la fréquence d'horloge plus grande, c'est toujours positif. Le parallélisme augmente le débit, c'est-à-dire si on a plusieurs opérateurs en parallèle, mais n'a aucune influence sur la latence. Si on suppose maintenant qu'on modifie un peu l'architecture de notre cafétéria, on avait les 5 stations, maintenant on va permettre à plusieurs personnes d'être dans la chaîne en même temps. Donc, une personne au cabaret, pendant qu'une personne est aux boissons, pendant qu'une personne prend son plat principal, une personne au bar à salade, une personne à la caisse, et bien sûr, des personnes sont en train de manger et plusieurs personnes qui attendent pour entrer dans le système. Donc, dans ce cas-là, la période, on peut la réduire à 30 secondes. C'est la période du plat principal, l'étape la plus longue parmi toutes les étapes. La fréquence, qui est 1 sur 30, c'est 33,3 MHz par 10 à la moins 3. La latence maintenant est de 150 secondes. Ça prend 150 secondes avant qu'un client ici qui entre pour la première fois dans la cafétéria, avant qu'il puisse aller manger. Parce que, alors qu'avant on avait 75 secondes, maintenant il y a 5 étapes, 1, 2, 3, 4, 5, fois 30 secondes par étape avant de pouvoir aller manger. Bien que les boissons prennent seulement 10 secondes, la personne qui est aux boissons ne peut pas passer au plat principal avant que la personne du plat principal soit passée au bar à salade. Et ça, ça prend 30 secondes. Donc, dans le système qui est ici, tel qu'il est montré, on doit fixer la période d'horloge à 30 secondes. On ne peut pas la fixer plus rapide que ça. Le débit, cependant, lui, est grandement amélioré. Donc, on a présentement un client à toutes les 30 secondes qui va sortir. Je vous rappelle qu'on suppose qu'on a une longue file de clients prêts à être
servi et que le pipeline ici est toujours prêt, toujours rempli. Donc, un client par 30 secondes fois 3600 secondes par heure, ça nous donne 120 clients par heure. Alors que tantôt, on avait 48 clients par heure. L'architecture choisie a un impact sur la latence. Par exemple, dans l'exemple qui est sur la diapositive, on a deux circuits qui font la même chose, la somme des 4 nombres A, B, C, D. Donc, dans le circuit du haut, le code VHDL est écrit A plus B plus C plus D. À ce moment-là, on ferait A plus B, et cette somme-là serait ajoutée à C, et cette somme-là serait ensuite ajoutée à D. On voit qu'on a une latence ici, un délai qui comporte 3 additionneurs en série. On peut réécrire le code VHDL ici de cette façon-là en groupant les termes. À ce moment-là, on fait l'addition A plus B en même temps qu'on fait l'addition C plus B. Et ensuite, les deux sommes sont additionnées ensemble. Et le chemin critique, la latence ou le délai ici, est seulement, on parle de 2 additionneurs qui sont en série. Dans certains cas, il est plus important de réduire la latence que d'augmenter le débit. Il y a des applications comme par exemple les communications bidirectionnelles. Si vous avez déjà communiqué avec quelqu'un par un lien satellite, vous vous rendez compte que c'est très désagréable parce qu'il faut environ un quart de seconde avant que votre voix se rende au satellite et redescende à votre interlocuteur et un quart de seconde avant que sa réponse vous parvienne. Donc, ça nous fait une demi-seconde avant qu'une réponse nous parvienne. Ça en supposant que la personne répond tout de suite dès qu'elle reçoit un message. Donc, c'est très facile de se mettre tous les deux interlocuteurs à parler en même temps. C'est très désagréable. Donc, dans un cas comme ça, on veut réduire la latence, on veut réduire ce délai-là, et plutôt qu'augmenter le débit. Ici, il manque un petit E, un petit L. Les transactions financières en bourse, c'est un autre exemple où on veut réduire la latence, on veut, dès qu'il y a un changement qui se produit dans le marché, on veut tout de suite faire une commande de vente ou d'achat. Et ça, c'est plus important que le débit. Les recherches web aussi, quand on en fait une recherche sur Google, bien, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une réponse rapidement. Donc, plusieurs stratégies pour réduire la latence, elles sont indiquées sur la diapositive. Réduire le délai sur le chemin critique, réorganiser l'ordre, c'est ce qui est montré ici dans l'exemple dont j'ai parlé, paralyser les calculs et éviter le pipeline. On considère maintenant l'impact de l'architecture sur la surface du système. Il y a un exemple sur la diapositive où on va partager un seul additionneur de façon à faire 2 additions différentes. Donc, dans l'exemple qui est à gauche, avec le code en VHDL, on voit une condition. Si S est égal à 1, alors dans D5, on va mettre la somme de D1 et D2. Sinon, on va mettre la somme de D1 et D3. Alors, dans ce cas-là, on voit qu'on a 2 additionneurs qui préparent les 2 sommes. Et quand on est prêt, quand les 2 sommes sont prêtes, on choisit l'une des 2 sommes selon la valeur de S. Dans l'exemple qui est à droite, on fait le même calcul, sauf qu'on va choisir la deuxième opérande plutôt que choisir une des 2 sommes. Donc, on choisit soit D2, soit D3 à additionner à D1. Et ensuite, D5 prend sa valeur. Le délai dans les 2 cas est le même. On passe à travers un additionneur et un multiplexeur. Ici, un multiplexeur et un additionneur, c'est la même chose. Cependant, on voit qu'on va prendre moins de ressources dans le deuxième cas parce qu'on a seulement un multiplexeur au lieu d'avoir, en fait, comme dans le premier cas, mais aussi on a seulement un additionneur, au lieu d'en avoir 2. Voici maintenant un autre exemple de partage des ressources. C'est un système qui calcule les valeurs HSV à partir des valeurs de pixels en format RGB. Donc, à gauche, on a les équations pour convertir de RGB vers HSV et à droite, on a un chemin des données. Si on regarde comme il faut, ici dans l'équation pour le H, on doit faire l'opération G moins B divisé par le maximum moins le minimum, où max et min sont respectivement les valeurs maximales et minimales du triplet RGB. Donc, on pourrait faire ici les 3 opérations de division, une après l'autre, et finalement choisir, selon que ce soit R, G ou B qui est le maximum, lequel des 3 quotients on utiliserait. On pourrait même calculer les 3 opérations au complet. À ce moment-là, on aurait besoin de 3 additions, 3 multiplications, 6 soustractions et 3 divisions. C'est beaucoup plus efficace, en fait, de faire le choix des opérateurs et avant de faire les opérations comme telles. Donc ici, on va avoir seulement une division, ici, puis on va choisir quelle valeur on va envoyer à la division.
Donc, on va faire la soustraction soit G moins B, soit B moins R, soit R moins G qui va être envoyé ici. Ensuite, on fera le maximum moins le minimum pour le dénominateur. La division sera suivie par une multiplication par la valeur 60 et finalement par une addition avec un des trois choix. Donc, cette approche-ci utilise moins de ressources que si on essayait de faire les trois opérations au complet et de choisir le bon résultat ensuite. On peut aussi réduire la surface utilisée en étalant les calculs dans le temps au lieu de dans l'espace. Les FPGA en général nous permettent d'étaler les calculs dans l'espace. On parallélise au maximum nos calculs et puis on utilise tout ce qui est disponible sur la puce. Cependant, si on fait face à des contraintes sérieuses d'espace et que le temps, la latence n'est pas un critère important pour notre système, à ce moment-là, on peut se permettre d'étaler les calculs dans le temps. L'exemple sur la diapositive, c'est le calcul de la somme des différences absolues entre deux vecteurs, donc la SDA. C'est égal à la somme, ici, de 256 valeurs, où on prend un item du vecteur A moins l'item correspondant du vecteur B. On fait la différence, on calcule la différence absolue et on calcule la valeur absolue et on fait la somme de tout ça. Pardon. Alors ici, si le vecteur A et le vecteur B sont chacun dans leur mémoire, on a un pointeur d'adresse qui va chercher une valeur. On fait la soustraction entre les deux valeurs. Donc ici, on aurait A de K, B de K. L'adresse serait K, qui irait de 0 à 255 par étape. On fait la valeur absolue ensuite de la différence et on accumule toutes les différences. Au départ, bien sûr, on devrait remettre l'accumulateur SDA à 0. La machine à état d'en haut est montrée. Donc, si on voulait complètement paralyser ces calculs-là, on ferait les 256 paires de valeurs avec 256 soustractions, 256 valeurs absolues, et ensuite, on pourrait prendre un arbre d'addition pour additionner tout ça. Donc ici, dans l'architecture qui est proposée, on utilise seulement un soustracteur, un opérateur de valeur absolue et un additionneur. Voici un autre exemple. Celui-là, c'est le Cordic. Et puis, dans le Cordic, on sait qu'on va avoir à la fin la valeur de x, qui sera le cosinus de l'angle cherché, la valeur de y, qui sera le sinus de l'angle. À ce moment-ci, eh bien, on peut voir encore une fois que c'est un calcul itératif. On fait plusieurs sous-rotations. Je vous encourage à regarder la vidéo sur le sujet du Cordic pour comprendre, vous rappeler le fonctionnement de l'algorithme. Ce qui est important ici, c'est qu'on va faire plusieurs calculs en utilisant seulement ici un soustracteur additionneur, addition-soustraction, ici aussi soustraction-addition, avec des décaleurs qu'on va réutiliser à chacune des étapes de calcul. On réduit ainsi la surface nécessaire au prix d'augmenter la latence de calcul sur plusieurs cycles. Quand on fait la synthèse d'un modèle VHDL, on peut choisir soit de mettre l'emphase sur la surface ou la vitesse. En fait, on aurait parlé de latence ici. Et on va laisser le synthétiseur faire certains choix pour nous. Selon la nature du code, il peut faire, comme je viens de le dire, il peut choisir des structures de calcul qui vont être soit prendre moins d'espace, soit qui vont être produire un débit plus élevé. Donc, en conclusion, on peut, quand on fait face à un problème de conception, on doit d'abord choisir l'algorithme, ensuite choisir le mode d'implémentation, ensuite on doit choisir la précision des calculs et le choix des circuits finalement. Donc, c'est à la deuxième étape ici où on peut avoir un grand impact en choisissant par exemple une architecture parallèle qui prend beaucoup d'espace mais qui a un grand débit, ou bien une architecture sérielle qui prend peu d'espace mais qui a un débit beaucoup plus faible. On ne peut pas en général compenser une décision de design qui a été faite à un haut niveau d'abstraction par une décision de design à un bas niveau d'abstraction. Donc ça conclut cette vidéo sur l'interaction entre la latence, le débit et la surface d'un système.